19 h dans nos studios, il est l'heure du grand rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer ce soir encore avec nos différents invités et rubricards. Nous allons nous assurer de vous faire passer plutôt un excellent moment. Restez donc confortablement installés. Ça démarre tout de suite avec la météo. Voilà, bonsoir aux populations de Glazoué dans le département des Collines. Au menu, ce soir, nous avons 3 rubriques. Il se trouve dans bon nombre de ménages au Bénin, souvent utilisés pour le bien-être. La pierre d'Alain a traversé les générations, que ce soit pour la toilette intime de la femme ou maintenir les aisselles propres et bien d'autres utilités encore. On ne cesse pas d'utiliser la pierre d'Alain. Heureuse d'Anondé et son invité se demandent si cette pierre d'Alain est un ami ou un ennemi de la santé. La réponse, ce sera dans Nature et Bien-être. Protéger son idée d'entreprise ou de création. Beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas toujours comment s'y prendre. Est-ce que c'est d'ailleurs important, cette protection de la propriété intellectuelle, de la propriété industrielle? On en parle avec un juriste d'affaires. Dans un instant, ce sera sur Autant Savoir. 3e langue la plus parlée dans le monde et première langue pour communiquer dans les affaires. Vous le savez très bien, il s'agit de l'anglais. L'anglais qui devient donc de plus en plus incontournable. Quelles sont les opportunités qui sont offertes ici au Bénin par les clubs d'anglais? On s'y penche dans la rubrique Experts. Vous le savez aussi, hein, le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Et avant le journal, il y a d'abord la présentation des titres. Et ce soir, Nadège Soni, son grand retour. Voilà, je suis tellement contente de la recevoir. Je suis émue. Nadège Soni, bonsoir. Bonsoir à vous, Agnès Bello. C'est un plaisir de vous retrouver, vous, Agnès Bello, et également mes très chers téléspectateurs. Nadège Soni, je crois que le plaisir est mien et les téléspectateurs sont d'accord avec moi. On vous laisse donc pour la présentation des titres. On se retrouve tout juste après. Merci à vous, Agnès. Dans cette édition du soir, nous suivrons un magazine réalisé par la rédaction sur les panneaux solaires. Plusieurs ménages résidant aux environs de Cotonou l'ont adopté pour pallier aux problèmes énergétiques. Dans cette édition, on s'intéresse également aux normes de production des jus de fruits. Le reportage est à suivre à 19h45. Et puis au Sénégal, c'est désormais possible d'effectuer un trajet à bord d'un train électrique. Comment ce train fonctionne-t-il? Restez avec nous pour le découvrir. J'aurais aimé que le train électrique soit déjà à Cotonou, hein. C'est peut-être pour bientôt. En attendant, on va suivre avec vous, hein, ce train électrique-là à Dakar. Eh bien, ce sera tout de suite à 19h45. Donc, mesdames et messieurs, restez avec nous pour comprendre un peu comment fonctionne ce train électrique. Le premier plateau du grand rendez-vous à présent, il peut s'installer. Il s'agit de l'expert.
Voilà, mesdames et messieurs, ce soir donc, nous nous intéressons au club d'anglais, une niche d'opportunités, et nous recevons pour vous Jean-Olivier Tchéou. Il est le vice-président de l'association des professeurs d'anglais. Bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, à l'entame, on l'a dit, hein, l'anglais aujourd'hui est devenu incontournable. Il faudrait donc que tout le monde s'y intéresse. Quel est le rôle des clubs d'anglais pour aider les populations à comprendre un peu plus l'importance de cette langue-là? Bon, pour directement toucher le problème, il faut qu'on parte d'abord du creuset qu'offrent les séquences d'apprentissage dans les classes. Vous voyez, c'est d'abord les enfants qu'on forme en classe et on leur donne quelques outils pour pouvoir s'exprimer et faire face aux compositions auxquelles on les soumet. Mais l'expérience a montré que les curricula déroulés dans les classes ne suffisent pas pour apporter tout ce qu'il faut aux enfants par rapport à l'apprentissage de cette langue. Et c'est là que les clubs d'anglais viennent un peu pour soutenir ce qui a commencé dans les classes. D'accord. Et voilà. Oui, mais avant tout, hein, j'aimerais comprendre, est-ce que les clubs d'anglais ne concernent que les apprenants ou des personnes âgées aussi peuvent aller dans ces clubs d'anglais-là pour apprendre la langue? Parce que je pense qu'on peut apprendre à tout âge. Bien sûr, ce qui est formidable dans ce que fait l'association des professeurs d'anglais du Bénin est que ces clubs d'anglais sont ouverts à tout le public. Et c'est là l'opportunité dont vous parliez tout à l'heure. D'accord. Oui. Quelle est donc l'importance de ces clubs d'anglais-là pour l'apprentissage de la langue anglaise? Voyez-vous, lorsque un professeur va en classe, il a un programme à dérouler, et il a des objectifs à atteindre et il a des apprenants à former. Le temps pédagogique qui lui est offert ne suffit jamais pour faire le travail complètement. Alors, les clubs d'anglais sont donc des creusets qui permettent à ceux qui les dirigent d'offrir à travers des activités ludiques beaucoup d'opportunités d'apprentissage. Et les enfants viennent de partout. Et la population qui s'y intéresse peut également participer aux activités de ces clubs-là pour, disons, encourager l'apprentissage et la maîtrise de la langue dans un cadre hors classe. Hors classe, voilà. D'accord. Comment fonctionnent donc ces clubs d'anglais-là? Bon, disons que depuis qu'ils ont commencé à être créés, ces clubs fonctionnent selon, disons, les capacités et les réflexes des leaders qui les dirigent. Mais depuis l'année dernière, l'association des professeurs d'anglais du Bénin, lors du sommet des clubs d'anglais qui a réuni les 77 des professeurs provenant de toutes les 77 communes du pays. Donc, on a renforcé les capacités de ces clubs-là. Il y a eu beaucoup d'orateurs qui ont insisté sur la gouvernance, le leadership. Moi-même, j'ai presté en développant l'éthique dans le management des clubs d'anglais. Il y a eu l'apprentissage donc, du service communautaire, un thème sur le service communautaire et d'autres thèmes comme comment utiliser les chants, les sketchs pour encourager l'apprentissage, pour stimuler l'engouement auprès des apprenants. Voilà. Toutes ces choses, tous ces aspects ont été abordés d'une certaine manière au cours de la formation donnée donc aux leaders des clubs l'année dernière au cours de la première édition du sommet. Ça, c'était l'année passée. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Est-ce que vous pensez justement que le fait que vous vous soyez rencontrés, que vous ayez échangé, a apporté quelque chose qualitativement à ces enseignants en anglais? Absolument. Et c'est d'ailleurs ça qui est à l'avant-garde de la seconde édition. Nous avons testé sur le terrain les retombées
de ce renforcement de Quelles capacité. sont ces retombées alors? Les retombées, c'est que les leaders des clubs sont devenus plus performants. Les enfants performent mieux dans les zones où ces clubs-là ont été créés. Et les professeurs de ces enfants-là remarquent agréablement, disons, l'amélioration du niveau de parler, de locution donc de la langue anglaise. Vous savez, c'est une langue étrangère et l'environnement du francophone est déjà hostile à l'apprentissage de la langue. Il y a les langues maternelles, mais ces clubs-là offrent ou ont offert à ces enfants l'opportunité d'être en contact avec la langue en dehors du contexte normal et régulier des cours, et cela a apporté quelque chose. D'accord. Et c'est ça qui nous a fondés donc, dans l'organisation de cette seconde édition, grâce bien sûr à ceux qui nous supportent dans cette mission. Alors, si on se comprend bien, pour vous aujourd'hui, ces clubs d'anglais constituent un creuset d'échange, de parler, surtout pour ces enfants. Finalement, qu'est-ce qui change dans la façon dont le savoir se transmet au sein de ces clubs-là? Est-ce que c'est si différent de ce qui se fait en classe? Est-ce la façon d'enseigner qui est différente? Comment est-ce que vous arrivez à maintenir l'engouement des apprenants au sein de ces clubs? Voilà. Pour la façon de faire, je crois que c'est deux cadres d'apprentissage différents. Oui. En classe, le professeur a un programme, il a une fiche pédagogique à dérouler. Et ce faisant, il est tenu par le respect du temps pédagogique. Il déroule son cours, il évalue et il s'en va. Mais dans le club d'anglais, les enfants viennent d'abord plus gais et à travers des jeux, des sketchs, des chants, ils apprennent beaucoup. Le vocabulaire de l'hôpital ou bien le vocabulaire des nombres peut s'acquérir. Les enfants apprennent même sans se rendre compte qu'ils sont en train d'apprendre. Et lorsque l'occasion est donnée ou lorsqu'il y a la possibilité d'utiliser la technologie, ben là alors la prononciation est encore renforcée. Vous voyez, certains pensent que chaque professeur d'anglais a sa prononciation. Non, il y a une prononciation de chaque mot. Le récit prononcé, la phonétique de chaque mot ne peut pas diverger d'un enseignant à un autre. Non, mais je me demande, habituellement au niveau de ces clubs d'anglais, il y a un anglais qu'on appelle anglais américain, il y a l'anglais british. Lequel a été retenu véritablement? Est-ce que c'est le même genre que vous apprenez dans tous les clubs ou c'est différent d'un club à un autre? Bon, les professeurs ont appris. La différence est nette entre le British English et le American English. Mais ce qu'on enseigne surtout, c'est le RP. C'est ce qu'on appelle le Received Pronunciation. Mais cela n'exclut pas qu'on prenne en compte beaucoup d'éléments de la civilisation américaine et bien des choses de la civilisation britannique. D'accord. L'anglais britannique et l'anglais américain sont plutôt imbriqués un peu. D'accord. Alors, vous le savez, BB24, c'est une chaîne où on parle beaucoup entrepreneuriat, on parle beaucoup business, et la langue aujourd'hui qui prédomine au niveau du business, c'est encore l'anglais. Est-ce que pour ces enfants, ces participants qui sont beaucoup plus âgés, vous leur apprenez cet anglais-là qui va leur permettre quand même de pouvoir s'exprimer et d'être des leaders dans le monde des affaires? Bon, en fait, l'expérience a commencé véritablement l'année dernière. Et nous croyons fermement que de par les résultats que nous obtenons à travers la performance remarquable de ces participants, de ceux qui viennent participer aux activités de ces clubs-là, nous sommes convaincus que
toute la population intéressée a beaucoup à y gagner. Si elle donne un peu de son temps, elle programme un peu de son temps pour participer à ces activités-là. Il y a des adultes qui participent à ces activités et qui prennent ça très bien au sérieux, s'il vous plaît, parce qu'ils savent ce qu'ils en tirent. C'est sûr. Oui. C'est sûr. Alors maintenant, parlons un peu de l'implication, du lien qui existe entre ces clubs d'anglais et la communauté dans laquelle ces clubs sont implantés. Oui, en fait, l'apprentissage, vous voyez, le Bénin forme aujourd'hui, avec le programme l'APC, l'approche par compétence. L'approche par compétence, la vision du gouvernement, c'est de former des citoyens de type nouveau, capables de se défendre dans n'importe quelle situation. Et la barrière de la langue, vous voyez, vous-même, constituerait un handicap à cette éclosion-là, à cette éclosion de citoyens de type nouveau dont on parle. C'est pourquoi ils mettent l'accent sur la formation de l'anglais. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas faire certaines formations à l'université si vous n'avez pas un background en anglais. Donc, les clubs là et l'association offrent la possibilité à ceux qui s'y intéressent de faire l'apprentissage du leadership. Et le leadership passe également par ce que vous pouvez offrir à votre communauté. Il y a des thèmes développés dans les séquences de cours, par exemple, tellement théoriques qui peuvent être quand même réinvestis sur le terrain d'une certaine manière. Et certains professeurs amènent les enfants sur le terrain. Ils amènent leurs apprenants sur le terrain pour leur faire toucher du doigt la réalité des concepts. C'est là qu'on parle de service learning, l'apprentissage donc de la langue par le service communautaire. D'accord. Vous voulez que je donne un exemple? Oui, bien sûr, on y va. On amène les enfants faire le nettoyage de la mairie, par exemple. Et là, on leur dit comment s'appelle le maire, comment on appelle le chef d'arrondissement. Le chef d'arrondissement, le maire, le nettoyage, le balai qu'ils vont utiliser. Comment ça s'appelle? Beaucoup de choses qu'ils vont apprendre sur le tas. Et quand on fait le point, on constate qu'avec ces enfants, ils retiennent mieux que dans le contexte même de la classe. D'accord. Je ne sais pas si c'est possible. Peut-être qu'on va vous réavoir une autre fois sur ce plateau pour qu'on puisse parler un peu plus du service learning. Je pense que c'est un concept intéressant. Je le souhaiterais bien. Merci à vous, Jean-Olivier Thiéhou. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Association des professeurs d'anglais. Et avec vous, nous avons parlé un peu des niches d'opportunités que constituent ces clubs d'anglais dans la communauté au niveau de laquelle ces clubs d'anglais sont implantés. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Mesdames et messieurs, vous le savez, le grand rendez-vous n'est pas encore terminé. Nous passons à présent à une autre rubrique, Autant savoir. Autant savoir ce soir revient et nous emmène dans le monde des entrepreneurs. Ce soir, on parle précisément de la propriété intellectuelle, de la propriété industrielle. De quoi il s'agit, on le découvre d'abord dans ce reportage et on se retrouve tout juste après. Contrefaçon et plagiat sont les cas les plus fréquents de vol d'œuvres de l'esprit. Protéger sa marque est une arme déterminante pour la durée de vie d'une entreprise. La propriété intellectuelle permet aux auteurs de certifier leurs œuvres. Il y a le volet propriété littéraire et artistique, encore appelé le droit d'auteur. Et le second pendant, la propriété intellectuelle, c'est la propriété industrielle. Sous propriété industrielle, il y a un certain nombre d'actifs, les non commerciaux, les marques, les brevets d'invention, les indications géographiques. La propriété intellectuelle est protégée par la loi. Adoptée en 1977, l'accord de Bangui a prévu des tests qui régissent la propriété intellectuelle.
17 pays de l'Organisation africaine de la protection intellectuelle, OAPI, sont concernés. Ce document est composé d'un certain nombre d'annexes qui régissent les différentes branches de la propriété intellectuelle. Il est prévu le régime des peines et des sanctions en cas de violation d'un actif de propriété industrielle. Pour faire valoir ces droits d'auteur, il y a des formalités à remplir pour avoir le titre de propriété. Plusieurs créateurs d'œuvres de l'esprit ne sont pas informés de leurs droits, encore moins de leurs devoirs. Une erreur qui pourrait être fatale. La marque appartient au premier qui en a fait la demande. Si vous mettez sur le marché des produits que vous ne protégez pas, quelqu'un d'autre vous devance, il va protéger la marque. Il sera en droit de vous envoyer un huissier qui vous intimera alors de vous dessaisir de la marque que vous utilisez depuis des années. Et ça vous fait perdre naturellement beaucoup de clientèle. L'auteur se définit comme toute personne physique ou morale qui crée une œuvre. Et lorsque le titulaire se voit arracher son droit, il peut faire recours aux autorités compétentes pour revendiquer. Au Bénin, le droit d'auteur est réglementé par la loi du 10 avril 2006 relative à la protection des droits d'auteur et voisins. Voilà, mesdames et messieurs, Autant savoir se poursuit, mais avant, nous vous annonçons la question de la semaine. Vous le savez, dorénavant, avec ActuWeb, il y a une question de la semaine que nous posons ici sur le grand rendez-vous et par les différents canaux, justement, vous nous revenez avec la réponse et vous aurez peut-être la chance de voir votre réponse lue par Adonis Bohon. La question de la semaine sur ActuWeb, elle dit ceci: que symbolise pour vous la date du 16 janvier? Que symbolise pour vous la date du 16 janvier? Que symbolise pour vous la date du 16 janvier? Vous avez la réponse? Eh bien, écrivez-nous. Eh bien, et nous souhaiterons surtout pouvoir vous lire. Nous vous attendons nombreux. En attendant, suivez Autant savoir. Autant savoir qui reçoit pour vous ce soir Alao Adjassa. Il est juriste des affaires. Comment vous allez? Bonsoir. Je vais bien aussi. C'est un plaisir de vous avoir encore sur ce plateau. Ce soir, on s'intéresse à la protection de la propriété intellectuelle. Ma première question, c'est de savoir, est-ce que c'est important de protéger sa marque, son idée? Alors, sa marque, oui, c'est important de la protéger. Son idée, il faut la protéger parce qu'on appelle la vitesse d'exécution. Pourquoi c'est important de protéger la marque? La marque est considérée comme un bien meuble. Donc, partie du patrimoine de l'entreprise. Dans les entreprises technologiques, vous verrez que c'est majoritairement les droits portant sur les marques, les droits mobiliers, qui représentent le patrimoine même de ces sociétés-là. Donc, ne pas protéger sa marque, c'est prendre le risque de perdre son entreprise. D'accord. Mais dites-nous, Monsieur Adjassa, le truc, c'est qu'au départ, les entrepreneurs ne se rendent pas compte à quel point ça peut leur desservir à la fin de ne pas protéger cette marque-là. Est-ce que c'est nécessaire que déjà dès le début de votre aventure entrepreneuriale, que vous alliez vers une protection de votre marque? Ou c'est quand vous êtes déjà une marque établie qu'il faut y aller? Alors, la question... À quel moment il faut protéger la marque? À quel moment il vaut mieux commencer avec la protection? Alors, après, il faut nuancer. Si votre activité ne vous semble pas assez précieuse, vous pouvez négliger la protection. Mais si vous considérez que votre activité est tellement précieuse, il faut la protéger. Parce que quand vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il faut attendre le moment où c'est marketable? Je prends l'exemple des investisseurs. Aucun investisseur sérieux ne mettra de l'argent sur votre projet si votre projet ne porte pas déjà les garanties de protection qui préservent lui son investissement. Un monsieur qui veut investir dans votre téléphone que vous avez appelé Benecol, il ne va pas prendre le risque de mettre de l'argent dessus s'il ne sait pas que derrière, vous avez déjà pris les mesures qu'il faut pour préserver cette marque-là. Parce qu'il met son argent et le lendemain, il se rend compte qu'il y a un autre Benecol qui existe sur le marché et qui lui fait concurrence et lui n'a aucun moyen d'attaquer ce Benecol. C'est son investissement qui est à l'eau.
Bon, c'est très surprenant ce que vous dites parce qu'effectivement, dans la ville, quand vous circulez, vous vous rendez compte qu'on a parfois des structures qui portent le même nom, le même prénom ou qui se ressemblent. Est-ce que véritablement notre législation est assez forte en termes de protection de la marque? Bon, ce qui est bien en matière de marque, c'est qu'on n'a pas besoin généralement de réglementation spécifique. Il y a au plan mondial une organisation, l'Organisation mondiale de la protection intellectuelle, de la propriété intellectuelle, qui régit de façon assez détaillée quand même ce domaine-là. Après, il y a des tests à l'interne qui nous permettent de réagir, notamment dans le code de procédure pénale, dans les codes que les juristes appliquent, qui nous permettent de réagir. Maintenant, par rapport aux noms commerciaux, il faut distinguer les noms commerciaux des marques, des brevets, des licences et tout ça. Les noms commerciaux également doivent être enregistrés. Et si ce n'est pas enregistré, oui, vous pouvez en avoir 2, 3, 4 dans une ville. Après, il y a des nuances. Comment on définit à qui appartient alors dans ce cas? Est-ce le premier qui va labelliser en quelque sorte le nom? C'est lui qui en est l'auteur? Oui, celui qui a demandé la protection pour la première fois de façon légitime, est celui qui est titulaire du droit de marque. Oui. Alors ça, c'est en matière de marque. Oui. En matière de droit d'auteur, par exemple, le droit d'auteur naît à la création de l'œuvre, sans qu'il soit besoin d'aller faire une formalité spécifique. D'accord. Maintenant, au sein également de la propriété intellectuelle, de la propriété industrielle, il y a des nuances. Oui. Vous pouvez voir par exemple une personne qui reprend le nom Nokia, qui a une marque forte, et Nokia ne va pas la poursuivre. Parce qu'on va estimer qu'il n'y a pas réellement contrefaçon de nom, il n'y a pas vraiment imitation, il n'y a pas reproduction à l'identique, parce que peut-être ça s'adresse à un domaine qui n'a rien à voir avec la téléphonie mobile, qui ne pourrait pas. Il y a des nuances, des sous-nuances qu'on peut faire pour valablement réutiliser le nom d'une marque sans se faire épingler. Mais une fois encore, ces critères sont tellement complexes, assez pointu, que c'est rare que vous ayez ce droit de réutiliser. D'accord. Alors, revenons un peu à un concept ici terre à terre. Alors, ça veut dire que quelqu'un qui a envie peut-être d'opérer dans un autre domaine que la communication peut se faire appeler ORTB, même si au Bénin, tout le monde sait que le RTB, c'est quand même un organe, un ensemble d'organes ici, de chaîne publique. Ça ne sera pas possible. Peut-être pas forcément à cause du droit de marque. Oui. On va actionner sur d'autres terrains. Ah, d'accord. Celui qui reprend aujourd'hui ORTB, on va d'abord soupçonner chez lui une intention malsaine. D'accord. Parce que nous savons que ORTB, c'est Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Oui. Et que c'est réservé à un organe public. Donc, réutiliser ORTB exactement, on va commencer par se demander, est-ce qu'il n'y a pas une intention cachée derrière? Et là, l'ORTB peut maintenant poursuivre cette personne-là, par exemple, en confusion. D'accord. Parce que de toute évidence, ça va semer la confusion. Mais cette confusion, cette action ne va pas forcément prendre pour fondement le droit de marque. Parce que peut-être que l'ORTB n'a jamais déposé sa marque. D'accord, mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Si entre-temps, vous n'avez pas pris le soin de protéger le nom, qu'il soit commercial ou qu'il s'agisse de la marque. Si vous êtes une entreprise qui aujourd'hui va s'appeler Présidence de la République, même si vous avez protégé le nom et que la Présidence de la République peut justifier que en acceptant, en portant ce nom-là, vous portez atteinte. Vous risquez de porter atteinte à l'image de la présidence. La présidence peut vous poursuivre et peut poursuivre la marque qui est déposée également. Les marques également sont sujettes à contestation. Et on fait ces contestations auprès des organes dédiés. Est-ce à dire que ce n'est pas systématique? Ce n'est pas parce que j'ai envie de m'appeler président de la République que quand je vais pour pouvoir conserver cette marque-là, l'agence n'est pas obligée de me donner le nom? Non. Déjà, il faut savoir que quand vous déposez votre marque, il y a toute une procédure de vérification qui se met en branle. Et c'est seulement... À quoi ça sert cette procédure-là?
à C'est pour vous rassurer ou pour... l'ancienneté, D'accord. que vous êtes réellement le premier à l'utiliser, la licéité du nom que vous choisissez. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est licite? Ok, d'accord. La proportionnalité par rapport à votre secteur. Est-ce que ce que vous voulez faire, c'est comme dans une communication, je disais, vous ne pouvez pas vous appeler, vous ne pouvez pas choisir de vous appeler Bénin Sal. Ça porte atteinte à toute une république. Donc, on ne peut pas enregistrer une telle marque. Donc, il y a des noms, forcément, qui ne pourront pas faire objet d'une marque. Maintenant, si par hasard, ces noms sont déposés quand même en tant que marque, et que c'est accepté, et que vous avez une raison de vous lever contre cette marque, vous avez la possibilité de contester, de faire une action en contestation de la marque. En tant que citoyen simple ou... En tant que citoyen, en tant que quelqu'un qui a intérêt à agir. D'accord. Si vous n'avez aucun intérêt à agir, pourquoi ça ne vous allez contester une marque? Donc, c'est un peu ce qui se passe autour des marques. Par exemple, vous pouvez avoir une marque qui est le nom patronymique de certaines personnes. Oui. Une marque qui s'appelle Bello, par exemple. Une marque qui s'appelle Bello. Alors, c'est votre marque. Vous n'allez pas ensuite interdire à une autre personne qui porte également peut-être le même Bello, le même prénom, le même nom que vous. Oui, son produit Bello et Fils. Ah, d'accord. Ça revient. Par contre, ça court les rues, hein, le nom de famille ajouté à et fils. Ce serait compliqué là de dire non, tu ne peux pas l'utiliser parce que moi j'ai déposé la marque Bello. Oui, tu as déposé la marque Bello, mais Bello c'est un nom patronymique que peut revendiquer plusieurs générations. D'accord. Alors, ça veut dire que même dans le choix du nom de la marque, il faut se faire accompagner, il faut se faire assister. Bien sûr. Pour savoir si finalement ce nom va vous appartenir ou pas. Bien sûr, il faut se faire accompagner. Il y a des experts en droit, en propriété intellectuelle, en propriété industrielle. Malheureusement, au Bénin, il y a un seul centre qui est affilié. Nous avons essayé de vérifier. Nous ne savons pas, on ne peut pas dire aujourd'hui que ce centre fonctionne. Mais au-delà des centres spécialisés en propriété industrielle et intellectuelle, il y a des cabinets de conseil, des cabinets de juristes qui peuvent vous accompagner à vérifier la légalité, à vérifier que vous êtes en train de faire la bonne procédure pour protéger votre marque. Voilà, vous l'avez donc compris, hein, c'est tout un monde. Comment protéger sa marque déjà? Est-ce que vous avez le bon nom? Parce que même pour ce nom-là que vous choisissez dans l'intimité de votre chambre, vous pouvez être poursuivi. C'est ce qu'on retient de notre discussion. Il faut donc se faire accompagner autant dans le choix du nom de votre entreprise ou de votre marque que dans sa protection. Merci à notre juriste d'affaires qui s'appelle Ala Wadiassa d'avoir répondu présent à notre invitation sur ce plateau. C'est fini donc pour Autant Savoir. Nous passons à une autre rubrique, Nature et Bien-être. Nature et bien-être ce soir s'intéresse à la pierre d'Alain. On suit donc ce reportage d'Armel Dosukago et on retrouve tout juste après Heureuse Dadondé et son invité. D'un usage assez varié, la pierre d'Alain est très utilisée sous les tropiques. Du traitement des odeurs corporelles au traitement de l'eau, elle reste précieuse comme pierre. C'est un produit, quand on met ça sous les aisselles, ça enlève les mauvaises haleines. Et puis, quand l'eau est un peu sale là, quand on met dans l'eau, ça enlève les saletés. Ça fait que les déchets qui sont dans l'eau là, ça se dissout dans l'eau. On peut l'utiliser aussi pour d'autres usages comme les toilettes intimes. Pour les puits, on l'utilise avec du javel pour tuer les vers dans l'eau. On l'utilise pour nettoyer la viande d'escargot, mais aussi pour brosser les enfants. Certaines femmes en font usage pour leurs toilettes intimes. Mais il y a une grosse confusion dans l'opinion sur le rôle de la pierre d'Alain. La pierre d'Alain n'a pas des propriétés pour éliminer les bactéries nuisibles. Elle a la propriété de condenser, n'est-ce pas, les déchets qu'il y a dans cette eau-là. Et vous avez l'impression que l'eau devient propre. Parce que justement, les déchets vont se mettre ensemble et se sédimenter au fond de votre récipient. Mais ce n'est pas parce que vous avez une eau
translucide qu'elle est forcément de qualité microbiologique acceptable. Pierre précieuse, l'alun règle beaucoup de problèmes, mais il est important de s'informer pour une meilleure utilisation. Voilà, heureuse d'annoncer, son invité sont là et nous ont rejoint. Est-ce que la pierre d'alun est l'ennemi ou l'ami de la santé? Heureuse d'annoncer vous répond tout à l'heure. Heureuse d'annoncer, bonsoir. Bonsoir Annie, comment vous portez? Très bien, merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir. Vous recevez un visage nouveau ou ancien? Pas très nouveau. Pas très nouveau. Ça fait son deuxième passage sur le grand rendez-vous. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir une nouvelle fois sur ce plateau. Vous êtes Uriel Dassundo, médecin généraliste. Oui. Il va certainement compléter. Bon, Uriel Dassundo, médecin généraliste, c'est vrai, mais médecin du travail aussi. Et je vous remercie pour cette invitation. D'accord, spécialiste en santé et sécurité au travail. Voilà, merci beaucoup, merci. Alors Annie, vous l'aviez dit, vous l'aviez annoncé, on utilise beaucoup plus, je dirais, sidaquin. Voilà, en fond, on l'appelle ainsi sidaquin, la pierre d'alun même. Oui. Face aux polémiques liées au sel d'aluminium aujourd'hui, qui font peut-être partie des composants de nos déodorants, nous savons également que la pierre d'alun, le médecin va nous le dire, qu'il y a également l'aluminium. Mais est-ce que c'est le type d'aluminium déconseillé aujourd'hui pour qu'on en fasse moins usage de ça? C'est la raison pour laquelle on a choisi le sujet. Alors docteur, lorsqu'on parle de la pierre d'alun, le sidaquin chez nous, qu'est-ce que c'est? Alors, la pierre d'alun, c'est en fait un sel. C'est un sel, c'est du disulfate de potassium et d'aluminium. C'est un minéral qu'on rencontre beaucoup plus en Afrique du Nord, en Égypte, au Maroc et aussi en Syrie. C'est aussi très fréquent chez nous de plus en plus. Et on n'évite pas de l'utiliser pour les soins corporels. Donc, ma question c'était d'ailleurs ça. À quel usage beaucoup plus se destine la pierre d'alun? C'est destiné ou est destinée la pierre d'alun? Voilà. Alors, ce que nous avons constaté, en tout cas ce qui est fréquent chez nous, c'est en cosmétique. En cosmétique, on utilise la pierre d'alun pour non seulement réguler la sudation, la sudation sans boucher bien sûr les pores, c'est un avantage, c'est ce que nous appelons effet astringent. Et à part cette propriété, il y a aussi que le sidaquin est bactéricide, c'est-à-dire ça chasse les mauvaises odeurs et c'est pour ça qu'on l'utilise souvent pour la propreté, l'hygiène des aisselles, ça chasse les mauvaises odeurs en éliminant les bactéries. Donc, il y a un effet bactéricide, il y a un effet astringent et aussi on l'utilise après le rasage. Quand vous avez fini de vous raser, les poils, surtout chez les messieurs, après ce rasage, on peut mettre du sidaquin. Pour éviter l'irritation? Voilà, l'irritation et non seulement les hémorragies, en tout cas les petits saignements et les petites coupures. Donc, ça a un effet hémostatique. Alors, si vous permettez, heureuse d'annoncer, nos grands-parents ne savaient pas tout ça et pourtant, tout ce que vous venez de dire, ils l'utilisaient pour cela. Voilà une pierre d'alun qui a traversé les générations. Je ne dirais pas que nos grands-parents ne savaient pas tout ça, mais ils savaient certainement tout ça à leur manière. C'est peut-être vous qui avez raison. Certainement tout ça à leur manière, sinon ils n'allaient pas l'utiliser. Mais il y a également l'autre aspect de la chose, Agnès l'a soulevé tantôt, certaines femmes, beaucoup d'ailleurs en font mettre ça dans l'eau pour leur toilette intime. Est-ce que tout ça c'est conseillé, c'est bon? Bon, pour la toilette intime, ce n'est pas souvent conseillé. Ah, d'accord. C'est beaucoup plus l'hygiène corporelle et l'hygiène des aisselles. Mais donc, pourquoi ce n'est pas conseillé pour la flore vaginale présente une muqueuse qui n'accepte pas facilement l'utilisation de l'aluminium, mais beaucoup plus le potassium. C'est pourquoi nous avons l'habitude de presser souvent du permanganate de potassium en cas d'infection vaginale chez les femmes. D'accord. Mais l'aluminium déconseillé par les scientifiques ou cosmétologues qu'on retrouve dans les déodorants, est-ce que c'est ce même type d'aluminium qu'il y a dans le sidaquin, dans la pierre? Bien sûr, c'est ce même type d'aluminium. Beaucoup de déodorants
comportent ce type d'aluminium. Et c'est justement pourquoi, c'est-à-dire l'acidité, le pH n'est pas accessible, n'est pas du tout recommandé pour la flore vaginale. On va assister à des démangeaisons, à des brûlures, à des rougeurs, et ça ne fera qu'aggraver les choses. Voilà. C'est terrible. Ça s'utilise et pourtant tout ce que vous décrivez, les femmes ne ressentent pas ça. Je parie peut-être que Agnat l'utilise. Heureuse d'Anondé, vous êtes... Non, moi je préfère le bicarbonate de potassium qui reste... Oui, le bicarbonate de potassium est mieux. Moi je préfère ça. Oui. Mais pour resserrer, on vous dira... Mais voilà, pour resserrer le vagin aussi. Surtout pour les femmes qui ont fini d'accoucher, les grands-mères vous diront, mets ça dans l'eau et assois-toi, fais le siège avec. Donc, vous voulez dire que toutes ces pratiques-là sont nocives pour la santé? Parce qu'en fait, je ne défends pas le médecin, mais on a déjà eu un médecin gynécologue ici qui nous disait, qui nous l'a confirmé, que c'est même cancérigène. Oui. Ah, d'accord. Oui. Là, dis donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de revenir sur le sujet avec un médecin vraiment généraliste qui puisse aller sur... je ne sais pas si les téléspectatrices vont être d'accord avec cette nouvelle-là, mais ce sont les médecins qui le disent, c'est pas bon de le faire, donc on ne le fait plus. N'est-ce pas, monsieur Damien? C'est mieux notre santé. C'est mieux, on ne le fait pas. L'utilisation est beaucoup plus corporelle, la surface du corps. Mais là, vous vous intéressez seulement aux aisselles. Quelle peut être encore une autre utilisation de cette pierre d'Alain-là pour la santé? Est-ce qu'il y a d'autres utilités? Oui, pour la santé, à part la cosmétologie, il n'y a pas grand-chose, sauf au niveau Mais quand on parle de l'alimentation. Est-ce que c'est seulement en déodorant ou seulement pour les aisselles ou toujours de façon cosmétique? Est-ce qu'il y a d'autres aspects? Bien sûr, on peut l'utiliser à la surface du corps. Ça a des propriétés cicatrisantes. Bien sûr, ça a des propriétés cicatrisantes. On peut l'utiliser pour rafraîchir la peau et puis pour affermir aussi la peau. Et puis voilà, ce n'est pas que les aisselles, mais la surface corporelle. Aussi est intéressée. D'accord, mais je sais que nos parents utilisent également ça pour rendre l'eau plus propre. Oui. Mais il paraît que c'est déconseillé. Oui, normalement c'est déconseillé. Dans l'alimentation, c'est déconseillé. Vers les années 1800, en France, en Allemagne et en Angleterre, il y a eu des morts par empoisonnement après l'utilisation de l'aluminium pour fabriquer dans la fabrication du pain. Mais on jetait ça dans le puits aussi. Donc, bien sûr. Pour désinfecter le puits, on jette ça dans le puits. On le fait, mais sincèrement, c'est de moins en moins conseillé. Et vers les années 1800-1870, ça a été même puni et complètement éradiqué, l'utilisation de la pierre d'Alain dans l'alimentation. Il nous reste à peine quelques secondes. Mais est-ce que le médecin peut nous pour dire l'entretien là déjà, est-ce qu'il pourra nous dire, pas que je vous vole votre conclusion, est-ce qu'il peut nous dire de façon concrète qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire avec la pierre d'Alain? Alors, la pierre d'Alain, on peut se permettre de faire que de la cosmétologie en réalité. Tout simplement. L'effet bactéricide, chasser les odeurs, les germes, les microbes, l'effet cicatrisant, l'effet hémostatique, pour couper les saignements, et puis la sudation, réguler la sudation. Là, ça peut marcher. Au-delà de ça, nuisible pour la santé. C'est pas bon. D'accord. On a compris, mesdames et messieurs. Agnat Bello, oui, la pierre d'Alain, c'est bon. Sidakin, c'est bon, mais il faut limiter son utilisation voilà. Au niveau cosmétique. Voilà. Bon, moi, je m'adresse beaucoup plus aux dames. Le médecin a dit sur ce plateau qu'il ne faut pas l'envoyer là-bas. Pas de toilette intime avec la pierre d'Alain. On cesse. Eh bien, on peut remplacer par bicarbonate de potassium. Faites comme moi, donc. Voilà. Mesdames et messieurs, vous faisiez comme elle. Rose Anondé, méfiez-vous. On espère que Rose Anondé nous viendra une autre fois avec une autre bonne nouvelle, parce que là, elle révolutionne un peu nos habitudes, mais c'est toujours pour notre bien-être. On passe à présent au journal. Nadesoni est aux commandes.
Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information sur BB24. Voici les titres. C'est une source inépuisable d'énergie renouvelable à Cotonou et environ. Les panneaux solaires font désormais le bonheur de nombreux ménages. Comment fonctionne-t-il? Plus de détails dans cette édition. Quelles sont les normes en matière de production et de conservation des jus de fruits? La rédaction s'est intéressée au sujet. Les premiers tests de voyage sur les trains électriques ont été effectués au Sénégal, compte 6 km de linéaire déjà réalisés avec 3 voies et 3 gares terminées. Plus de précisions dans cette édition. C'est une bonne nouvelle pour le partisan. Laurent Gbagbo et Blé Goudé ont été acquittés par la CPI. La Cour pénale internationale a même ordonné la mise en liberté immédiate de l'ancien président de la Côte d'Ivoire et de son ancien ministre. Pour rappel, Laurent Gbagbo, âgé de 73 ans, est en détention depuis 7 ans à La Haye, aux Pays-Bas. Les panneaux solaires, une source inépuisable d'énergie renouvelable. Ils deviennent de plus en plus une solution alternative en énergie électrique pour certains Béninois. À plusieurs kilomètres de Cotonou, beaucoup de ménages font du soleil le meilleur compagnon pour regarder la télévision, suivre la radio et pour éclairer leur domicile. Nous avons rendu visite à 2 ménages. C'est un magazine signé Igor Ayosso, Benol Djogbe et Patrick Adjagbodjou. La lumière brille et le brasseur est en marche. Il est 18h30. Patrick nous conduit à la source de l'énergie électrique qui alimente son domicile. Au début, nous sommes allés avec 2 panneaux de 130 watts, après un panneau de 200 watts, ensuite un autre panneau de 200 watts et à la dernière phase 4 panneaux de 150 watts. Ici, l'éclairage fonctionne du soir au petit matin tant que les rayons du soleil entrent en contact avec ces panneaux solaires. À l'extérieur, le soir, nous avons 18 lampes qui sont allumées en permanence de 19h jusqu'à 6h ou bien 7h du matin. Vous avez une énergie très stable, sans fluctuation, non variante et une énergie propre. 1230 watts, c'est la capacité énergétique générée chaque jour par ce module de 8 panneaux solaires photovoltaïques pour un coût global d'environ 3 millions de francs CFA. L'énergie atterrit premièrement là, sur cet appareil, qui est le contrôleur de charge, qui charge ces équipements que nous appelons accumulateurs, les 4. Ici, vous avez l'inverseur, c'est cet appareil qui transforme l'énergie continue qui vient des panneaux en énergie alternative. C'est l'énergie que nous utilisons le soir pour alimenter la maison jusqu'au petit matin. D'un ménage à un autre, un Patrick peut en cacher un autre. Ici, l'énergie est également produite à partir du soleil. Les rayons solaires que reçoivent les panneaux sont stockés dans ces batteries de 200 ampères-heure pour être utilisés. Les panneaux envoient l'énergie, ça passe par là pour aller sur les batteries. Et c'est ça qui donne en même temps le niveau de charge. C'est ça qui permet de savoir si les batteries sont en train de se vider, si les batteries sont pleines. C'est ça qui permet de le savoir. Ces panneaux solaires alimentent chez Patrick une dizaine d'ampoules et un poste téléviseur 24 heures sur 24, surtout pendant les vacances. J'ai un congélateur que je ne peux pas utiliser à plein temps. On l'allume autour de 10 heures lorsque le soleil est vraiment ardent. Et déjà autour de 15 heures, 16 heures, on l'arrête. Et ça tient les choses au frais jusqu'au petit matin. Tout ce que nous voyons aujourd'hui m'a coûté environ 2 millions. Et il faut avouer que je ne suis pas allé, je n'ai pas sorti les 2 millions en bloc. Je suis allé progressivement parce que c'est un système, on peut faire l'extension au fur et à mesure. Résistant aux intempéries, mais attention, la durée de vie des panneaux solaires dépend de l'usage qu'on en fait. Si le panneau doit faire 15 ans, si on n'entretient pas, ça peut mourir après 8 ou 10 ans.
L'entretien des panneaux solaires ne coûte rien. Il suffit juste d'un petit seau d'eau, d'un chiffon, et puis le tout est joué. Un simple geste, mais précieux, pour que la lumière luise des années encore, tant que ces panneaux solaires, bien entretenus, convertissent les rayons du soleil en énergie électrique. Les jus de fruits sont de nos jours très prisés dans le processus de production et de conservation. La qualité reste cependant un gros défi à relever. Quelles doivent être les normes à respecter par les producteurs et le suivi réservé à ce système de production? Les réponses dans ce reportage de Louis Koudogbo et Marcel Pétoro. L'industrie agroalimentaire représente de nos jours une source très importante de revenus dans le système alimentaire de notre pays. Aujourd'hui, nombreux sont ces jus de fruits que l'on retrouve sur le marché de consommation. Mais de la production à la consommation, en passant par la transformation, aucune étape n'est à ignorer. C'est la qualité de la matière première qui détermine la qualité du produit fini. Quand on finit d'éplucher, on découpe, ça passe au broyeur, ça va à la presse, on filtre, on passe à la cuisson. Quand on passe à la cuisson, on contrôle la température du jus par un thermomètre. Ça varie entre 60 à 70 degrés. Une fois le produit transformé, les normes à suivre pour sa mise sur le marché de consommation sont connues et spécifiques. Parlant de normes, elles varient selon le type de matière première. La norme utilisée habituellement, c'est celle du Codex Alimentarius, qui peut être adaptée ici par l'ex-ABNOR, devenu Agence nationale de normalisation et de normalisation de métrologie, ANM. Pour chaque type de produit, il y a des spécifications précises. Pour le jus d'ananas, par exemple, il peut être autorisé l'ajout d'une certaine quantité d'eau ou non. Et selon la quantité qui peut être ajoutée, il y a la dénomination qui va pouvoir être changée. Si le consommant local reste la devise des acteurs du secteur agricole, il n'en demeure pas moins que le suivi et le respect des normes dans le processus de transformation doivent être de rigueur. Il s'agit de surveiller ce qu'on appelle les 5e devenus 6e. Nous avons les matières premières déjà, la qualité de ce que nous allons prendre comme matière première. Est-ce qu'elles répondent à ce que nous voulons avoir comme produit fini? Dans quelles conditions nous les acheminons vers l'unité de production? Nous avons le matériel de production. Éviter que le lieu soit susceptible de contaminer le produit. Nous avons la main-d'œuvre, le personnel. Il faut pouvoir le suivre. Il y a un certain nombre de normes, notamment avoir des vestiaires propres, avoir des blouses de travail qui puissent leur permettre de ne pas contaminer avec leurs propres vêtements, des blouses de travail qui doivent nettoyer de façon régulière. Et nous avons enfin le 6e M qui est la mesure. Pour y parvenir, un accompagnement des acteurs du système de production est attendu. Le souci actuellement avec l'agroalimentaire, c'est que c'est un secteur en pleine expansion qui sera assez difficile à maîtriser. Nous avons une production surtout semi-artisanale. Alors ce sur quoi il faudra mettre l'accent, c'est la formation des différents producteurs, des différents transformateurs. Trouver aussi le moyen de formaliser les différentes entreprises. On n'est plus capable de pouvoir contrôler ce que fait une entreprise formelle qu'une entreprise informelle. Si l'État veut nous aider, qu'il pense vraiment à mettre en place une unité qui va nous fabriquer des emballages. Deuxièmement, il faudrait que le coût des analyses au laboratoire soit diminué. L'État n'a qu'à penser aussi à accompagner les entreprises qui sont déjà sur place. Produire des aliments de bonne qualité pour une sécurité alimentaire saine des consommateurs serait un atout pour le développement de l'agrobusiness au Bénin. Au Togo, le gouvernement a obtenu un financement de 15 millions de dollars pour implanter une centrale solaire de 30 MW. Le projet a été approuvé par IRENA, une institution internationale qui soutient les pays
dans leur transition vers un avenir énergétique durable. Ce financement devrait permettre au pays d'atteindre son objectif de couverture universelle de sa population en énergie à l'horizon 2030 et de soutenir ses efforts en matière de promotion des énergies dites propres. Toujours dans le secteur de l'énergie, mais cette fois au Maroc, la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique a atteint 35% à la fin de l'année 2018. L'information a été révélée par le ministre de l'Énergie, des Mines et du Développement durable. D'ici 2030, le pays entend implanter 10 000 MW supplémentaires de renouvelables avec la construction de 4 500 MW de centrales solaires, 4 200 MW d'éolien et 1300 MW d'hydroélectricité. Voyager à bord d'un train électrique est possible au Sénégal en 7 minutes. Les passagers pourront désormais rallier Dakar à Pékin et en 25 minutes Dakar à Diamniadio. Reportage. Un test concluant sur un linéaire de 36 km. Le circuit s'est fait en 2 modes de fonctionnement. C'est à partir de la forêt classée de Mbao que le train express régional est passé du mode diesel à celui électrique avec 25 kW injectés sur la ligne, une première au Sénégal qui a nécessité plus de 19 heures de manœuvre non-stop. Il s'agissait donc au niveau de la station de Mbao, donc au niveau de la Sénélec, de faire des tests d'isolation de toute la trace du TR, faire aussi des tests de choc et aussi sécuriser donc la continuité ohmique pour que l'énergie injectée dans le tracé reste simplement sur les caténaires et soit entièrement isolée donc des rails. Ça a été concluant à partir de 5 h du matin. Nous avons donc roulé quasiment sur une distance de 19 km en mode électrique pour un premier trajet. Le train express régional à la gare de Diamniadio, il vient ainsi d'effectuer son premier roulage sur tout le tracé, un linéaire de 36 km avec succès. Cet essai a été réalisé avec les 2 trains accouplés sur une vitesse graduelle en fonction de chaque zone. En fonction du niveau de tracé et du niveau de test, on a donc défini une échelle graduelle de vitesse. Donc aujourd'hui, il est possible, une fois qu'on aura bouclé cette batterie de tests, il sera possible de rallier Dakar à Pékin en 7 minutes, de rallier Dakar à Diamniadio en 25-28 minutes. C'est ça l'enjeu du projet. À ce jour, 36 km de linéaire avec 3 voies, dont l'une réservée aux fret, ont été réalisées. 3 gares terminées, des travaux qui seront réceptionnés le 14 janvier par le chef de l'État. Des grands projets comme ce genre, un projet ferroviaire de ce genre a des jalons et des livrables. Le 14 janvier est un jalon important pour la réception des chantiers, des travaux du TR avec 3 trains qui fonctionnent, avec une plateforme qui a assuré sa continuité ferroviaire, avec aussi un dispositif électrique raccordé avec 25 000 kV avec l'ensemble des tests. Une fois que c'est terminé, on procède à des tâches d'intégration. Ces tâches d'intégration finies, on pourra maintenant parler de l'accès de l'usager à ce mode de transport. Un circuit aujourd'hui totalement sécurisé pour faciliter la mobilité des piétons. 3 ponts et 6 passerelles ont été réalisés. À terme, l'objectif est d'avoir des points de passage sur tout le linéaire distant de 325 mètres. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain. Voilà, vous le savez, hein, le journal est terminé. Merci d'être resté avec nous. Mais le grand rendez-vous se poursuit. ActuWeb ce soir. Il s'agit de vous rappeler la question de la semaine. Et la question de la semaine, elle dit ceci. Que symbolise pour vous la date du 16 janvier? Que symbolise pour vous la date du 16 janvier? Que symbolise pour vous la date du 16 janvier? Alors, vous avez la réponse à cette question. Écrivez-nous. Voilà, notre page Facebook est affichée. Page Facebook Bénin Business 24. Et vous aurez peut-être la chance de voir votre réponse lue en direct par Adonis Bohou. Adonis Bohou qu'on retrouve ensemble demain ici sur ce plateau. Merci de nous répondre nombreux. Nous vous attendons. Le rappel de la météo à présent pour amorcer la descente.
Voilà, nous espérons donc que vous étiez nombreux à nous suivre en direct de Glazoé dans le département des Collines. C'est le moment de vous envoyer nos chaleureuses salutations. Le grand rendez-vous s'achève ainsi. Mais avant de nous quitter, notre instant citation à présent. Que nous soyons dans notre vie privée ou professionnelle, on est toujours à la recherche du succès. Succès dans notre vie privée ou dans notre vie professionnelle qui passe souvent par beaucoup d'étapes. La citation de ce soir s'y intéresse et elle dit ceci: le succès, c'est de se promener d'échec en échec tout en restant motivé. Le succès, c'est de se promener d'échec en échec tout en restant motivé. Cette citation, elle nous vient de Winston Churchill, un Américain très important. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, merci d'être restés avec nous. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver et ce sera encore le cas demain. Si tout va bien d'ici là, portez-vous bien.